So, hello everybody, welcome. Bonjour, voilà, donc je vais faire un exposé qui s'appelle The Purple Power de l'automatisation ou le pouvoir de l'automatisation. Donc je vais poser trois questions que j'obtiens. La première question, et c'est toujours dans cet ordre-là, est-ce que vous faites souvent de la gymnastique? Oui. Bon, apparemment, on reçoit beaucoup de questions. Oui, oui, bien sûr. 5, 6 jours par semaine, je vais aux salles de sport. Deuxième question, typiquement, qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Est-ce que vous travaillez dans le secteur de la construction? Non, je suis un expert en cybersécurité. Et alors on dit, ah, ça alors, beaucoup de boulot. 5, 6 jours, tu vas faire du sport, mais est-ce que tu as une famille? Comment tu t'en sors? Oui, j'ai une famille, j'ai une épouse, j'ai un garçon, deux chiens. Comment est-ce que je m'en sors? C'est mon secret. L'automatisation, c'est l'une des choses qui vous permet d'externaliser une partie de votre travail. Alors, commençons. Voilà, le contenu maintenant, tout d'abord. Quelle est l'essence de mon exposé? Pouvons-nous automatiser le purple teaming? Et la réponse ou les tâches de Purple Team, oui, en fait, c'est ça la réponse. Et voilà, vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Mais voilà, quelques nuances peut-être. Alors, ici, je vais vous parler davantage tout d'abord de ce qu'est le Purple Teaming. Est-ce que vous connaissez ce concept Purple Team? Donc, équipe pourpre. Est-ce que vous connaissez ce concept? Et est-ce qu'on peut utiliser l'automatisation pour le Purple Team et l'émulation négative et les différentes capacités et une démonstration pour dire comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Alors, qu'est-ce que le Purple Teaming? Évidemment, si vous avez le rouge et le bleu, vous avez le pourpre, le violet, et l'équipe, vous avez l'équipe bleue, l'équipe rouge. Rouge, c'est tout ce qui est attaque. Donc, les attaques, les évaluations de vulnérabilité. Il y a aussi la mise en œuvre de tactiques, de techniques. Donc, cette équipe-là essaye de tester votre posture de sécurité du point de vue offensif. L'équipe bleue, ils essayent de défendre votre organisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont examiner tout ce qui est log, ils vont permettre la surveillance, beaucoup plus de défense pour empêcher l'équipe rouge de provoquer une compromission de votre environnement. L'équipe rouge n'existe pas sans l'équipe bleue n'existe pas sans l'équipe rouge. Pourquoi? Parce qu'elles ont un objectif commun et on l'appelle l'équipe violette ou pourpre. En fait, c'est tout ce qui est détection, donc c'est un objectif tout à fait commun. Donc, à quel point mon organisation est bonne pour faire face à certaines attaques. Voilà certaines composantes critiques dans mon environnement. Comment est-ce que je peux les attaquer? Comment est-ce que je peux identifier, détecter? Et en se basant sur ces deux éléments, vous allez améliorer votre posture de sécurité. Vous allez effectivement détecter encore plus, encore davantage. Voilà, vous avez ces engagements que nous faisons chaque année. Donc, on a une équipe pourpre qui dit, voilà, on doit avoir ces scénarios d'attaque. Essayons de mettre en œuvre l'équipe pourpre, rouge et bleu. Mais vous avez aussi la partie plus opérationnelle. Tout ce qui est automatisation de la sécurité, eh bien, ça devient quelque chose d'important dans la partie opérationnelle. Pourquoi? Parce que là, vous voulez tout le temps évaluer et améliorer votre posture de sécurité dans le cadre de votre environnement. Alors, si ça c'est clair, alors pourquoi voulons-nous automatiser? En fait, nous avons les mêmes défis dans tout ce qui est informatique, cybersécurité, mais aussi le premier défi de nos jours, c'est de trouver des ressources. En 2019, on a pensé qu'on allait avoir une pénurie de 2 millions d'experts en cybersécurité et cette pénurie augmente puisqu'on fait beaucoup de télétravail. Donc les ressources, trouver des ressources
et garder les bonnes ressources, voilà, les conserver, ça, ce sont 2 choses, qui sont vraiment des grands défis. Et que pouvons-nous faire? Quel est le lien avec l'automatisation? On peut, par exemple, essayer d'automatiser certaines, tâches, par exemple, vous voulez devenir un expert en cybersécurité. Est-ce que toute la journée, vous allez répondre à des emails de phishing manuellement? Peut-être au début, c'est un bon exercice, c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez analyser, mais en fin de compte, vous voulez pas faire ça tout le temps. Donc, si vous pouvez faire répéter ces tâches-là, eh ben, vous êtes déjà en train d'automatiser certaines choses. Défi suivant, les outils. Alors, je ne sais pas qui peut se rappeler des jours où une entreprise, une organisation avait seulement un firewall. Donc, c'était bien pour les ingénieurs. Il fallait gérer le firewall et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les plus grandes organisations ont tant d'outils de sécurité, tant de choses qui doivent s'intégrer mutuellement. Donc, ça devient vraiment une tâche, une activité complexe pour l'ensemble de l'équipe de sécurité pour gérer tous ces outils et tous ces logiciels, tous ces scripts que vous avez écrits vous-même. Donc voilà, ces outils sont un défi supplémentaire. Les alertes, est-ce que vous connaissez le terme alerte? Est-ce que les gens qui travaillent dans les opérations de sécurité, si c'est le cas, moi je l'ai fait de par le passé, donc il y a 5 ans, vous verrez qu'il y a des milliers d'alertes ou d'alarmes qui arrivent chaque jour. Ça veut dire que vous devez examiner ces alertes et vous devez les peaufiner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande du temps et un analyste SOC n'a pas de temps pour les peaufiner. Mais à travers l'automatisation, on peut résoudre certaines de ces choses. Un autre défi, quatrième, tout ce qui est statique. Par exemple, si vous avez une nouvelle menace, par exemple, ce qui arrive du Microsoft Word et à quel point ou selon quelle vitesse vous pouvez mettre en œuvre des systèmes de sécurité dans votre environnement. Dans 95% des cas, vous devez ouvrir un ticket informatique. Il faut attendre l'admin informatique, et ça va dans le conseil d'approbation. Donc, en fait, il faut beaucoup de temps pour détecter de nouvelles menaces. Il faut vraiment être beaucoup plus rapide. Et j'arrive au cinquième point, donc la vitesse. La vitesse moyenne pour les incidents de cybersécurité et leur détection et qui sont signalés par IBM, c'est 220 jours. C'est beaucoup plus rapide qu'auparavant, mais c'est quand même 220 jours. Pendant 220 jours, les hackers sont dans votre réseau ou il y a une compromission de votre réseau. Ça en fait beaucoup de temps. Voilà donc les défis et voilà ce que nous essayons de résoudre avec l'automatisation de la sécurité. Vous vous demandez pourquoi est-ce que moi j'en parle? Eh bien, transparence suivant, nous développons un nouveau cours qui s'appelle des tactiques de l'équipe pourpre et pour tout ce qui est offensif et défensif. Alors, ces cours d'automatisation sont liés à un langage spécifique et nous voulons utiliser ces outils pour tout ce qui est offensif et défensif, pour réagir aux défis que nous avons de nos jours. Alors, un petit aperçu, vraiment, c'est vraiment un petit aperçu. Ça se retrouve nulle part, mais vous pourrez y avoir accès dans quelques semaines. Alors, le concept d'automatisation, premier jour. Deuxième jour, l'ingénierie. Et vous allez écrire votre script, votre scénario, les techniques pour automatiser certaines activités. Jour 3, beaucoup d'automatisation, des trucs d'automatisation, on va les appeler comme ça, sont faits dans un environnement cloud. Et nous avons une journée pour dire comment automatiser dans Google Cloud
Ces thématiques sont couvertes pendant cette journée-là. Et si vous les combinez tous et qu'on utilise ces techniques et ces outils, on peut aller au jour 4 et 5, l'automatisation offensive. Et donc, vous pouvez automatiser vos activités offensives. Des jours 6, tout ce qui est activité de défense. Donc, réaction à des incidents, comment vous pouvez réagir à tel et tel incident. Voilà ce cours et son contenu, et voilà pourquoi moi, je parle d'analyse, parce que je me suis occupé du contenu de ce cours. Une autre ressource intéressante, c'est le poster. Le lien est déjà là et il y a déjà des techniques d'automatisation qui sont incluses. C'est une ressource gratuite. Vous pouvez télécharger cette ressource. On l'a fait ensemble avec Enviso et Sans pour parler de cette équipe pourpre et de l'ATP. Voilà. Qu'en est-il de ces techniques d'automatisation? Alors, voilà ces 4 composants. D'abord, les outils de gestion de configuration. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait 5 serveurs à gérer et il y a une vulnérabilité. Il fallait remettre à jour le système avec 5 serveurs. C'est facile. Vous allez dans le serveur, vous vous occupez de cette vulnérabilité, tout est fixé, on passe à l'autre serveur. Mais si vous avez 1000 serveurs, eh bien, la tâche est beaucoup plus compliquée. Vous avez JPO, vous avez vos domaines, vous pouvez faire pousser certaines choses, mais ce sont des outils de gestion de configuration qui peuvent conserver un certain nombre de ressources et également du point de vue offensif et défensif, on peut les utiliser pour reconfigurer tout un ensemble de systèmes. Donc, il s'agit d'un concept très important et il y a des codes d'infrastructure. Au départ, j'étais un ingénieur de firewall et je travaillais avec un intégrateur et qui commandait des firewalls. Ils attendaient jusqu'à ce que le courrier soit expédié et puis ils configuraient le firewall sur le site dans un centre de données de nos jours avec un environnement virtuel. En fait, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez effectivement coder vos infrastructures. C'est un problème que vous codez une fonctionnalité, mais vous pouvez même coder votre réseau. Donc, dans AWS, il y a beaucoup d'exemples en ligne et vous pouvez coder ou écrire un canevas pour la totalité de votre environnement. Par exemple, vous voulez un environnement QA, un environnement de test. Vous pouvez déployer ce code, donc des codes d'infrastructure. Ça, c'est vraiment très utile. Également du point de vue défensif et offensif. Ensuite, si vous combinez tous ces outils, nous avons des outils pour tout ce qui est automatisation offensive et automatisation défensive. Alors, d'abord, tout ce qui est partie offensive. Alors, du côté offensif, c'est tout ce qui est outillage. On a des outils de simulation. Est-ce que vous connaissez ces outils? Picus et Attack IQ. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un agent sur le système et cet agent va exécuter certaines attaques et va dire, bon, voilà, c'est ça qui va être détecté. Alors, la véritable différence entre une émulation adverse, c'est que d'abord, il y aura une émulation de l'adversaire et il y a des choses que vous avez déjà fait exécuter sur le système. Émulation adverse, vous utilisez toutes les techniques et quelques exemples que vous pouvez voir. Les interprètes ne peuvent rien voir puisque nous n'avons pas reçu le texte et que nous sommes trop loin de l'écran de l'orateur. Nous vous invitons à regarder l'écran vous-même pour connaître ces exemples.
Ensuite, un autre niveau, tout ce qui est codage d'infrastructure. Par exemple, vous pouvez déployer vos serveurs là et là et là. Vous pouvez les détruire, les redéployer, détruire. Ça sera difficile de vous attraper parce que vous bougez tout le temps au sein du réseau. Donc, en fait, c'est assez utile si vous avez cette équipe pour utiliser ces canevas. Et donc, tout est déjà prêt et vous pouvez l'intégrer dans le réseau. Donc, aucune organisation ne peut rester telle qu'elle. Si vous avez un canevas et vous pouvez déployer votre infrastructure, vous pouvez mettre cette infrastructure derrière le firewall, ce pare-feu. Et vous devez évidemment informer vos clients. Vous avez l'ingénierie Scale. Scale, qui vous connaissez? Alors, c'était une équipe d'ingénierie qui a créé toute une armée de singes. Et le singe Kale, et puis il y avait une gorille. On fait ça assez créatif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un outil qui va aller dans le centre de données et qui va éteindre de façon aléatoire les autres. Donc, c'était le singe Kale. Si vous avez la gorille qui se promène, il va éteindre toute une région. Évidemment, vous devez bien vous y connaître pour faire ce genre de test. Kale Engineering, c'est un concept très intéressant et qu'on peut utiliser pour la dimension offensive pour tester notre résilience. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Je vais vous montrer un outil que l'on utilise pour l'émulation adverse. Atomic Red Team, donc équipe atomique rouge. Ensuite, tout ce qui est défensif. Alors, comment traiter les incidents? Vous avez tous vos outils IDR qui sont déjà automatisés. Quand ils ingèrent des données, il y a une logique qui fonctionne et ils lancent des alertes. Donc, vous ne devez pas faire ça manuellement. C'est en partie automatisé. Alors, vous avez une trousse à outils pour réagir aux incidents de façon automatique. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces codes d'infrastructure. Par exemple, demain, vous avez tout un appartement où il y a des ransomware. Vous avez déjà un canevas qui peut isoler tout ce département en quelques minutes. Je crois que là, votre directeur va dire, ah, super, si c'est ce département, il faut avoir un impact sur eux. Mettez ce codage d'infrastructure là-bas et ils seront isolés. Voilà certaines choses qu'on peut utiliser, par exemple, par rapport à des scénarios pour les téléphones, s'il y a un incident frappe. Alors, on a aussi d'autres outils. C'est tout ce qui est un domaine le plus commun où on utilise l'automatisation. Pourquoi? Que font vos experts en analyse? Ils ont toute une liste playbook et ils disent, voilà, vous devez faire ceci pour l'analyse et dans la plupart des scénarios, vous pouvez automatiser ces choses-là. Donc, encore une fois, voilà ces intelligences qui prennent un courriel, ils recherchent des données. Par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif ou c'est un virus? C'est ce qui va aider votre analyste à lancer les choses et dire, voilà, ça c'est un false positive ou un true positive. Alors, les arrangements de données, en fait, c'est l'une des techniques d'automatisation qui a le plus d'influence au sein de votre environnement parce que ça n'a pas d'influence sur votre environnement en tant que tel. Ça vous donne des informations supplémentaires que vous pourriez faire manuellement vous-même. Ensuite, orchestration sécurité et comme on peut le voir
Beaucoup de personnes en parlent et nous, on utilise SOR dans notre propre SOC. Que fait SOR? La partie orchestration est tout à fait puissante. Something hits on my firewall. Par exemple, imaginons que mon firewall, mon pare-feu soit touché. Si vous pouvez orchestrer toutes ces alertes, eh bien, vous aurez un aperçu bien plus clair de ce qu'il se passe. Et donc, il y a l'automatisation que vous pouvez faire et vous pouvez dire à ce moment-là, eh bien, si c'est le cas, il faut faire telle ou telle chose de manière automatisée. Donc voilà, c'est la manière dont nous fonctionnons. Et c'est aussi le cas pour l'enrichissement des données. Mais nous allons nous pencher d'un peu plus près sur SOR dans un instant. Atomic. Est-ce que vous avez déjà joué à ça? Super. Nous avons des personnes qui connaissent déjà les équipes Atomic. Rouge, c'est en accès libre, conçu par Red Canary. Et cet outil utilise beaucoup d'aspects pour l'environnement. C'est une ressource très utile que l'on peut télécharger gratuitement, librement. Vous pouvez l'utiliser. Et comme nous le verrons dans un instant, nous verrons que les assaillants, les attaquants utilisent certaines choses. Et là, on a des codes, des petits codes, et les attaquants qui utilisent une technique. Dans un système virtuel, on peut savoir si c'est détecté ou non, et on utilise cet outil dans nos simulations. Le seul inconvénient d'Atomix, c'est que c'est une technique très spécifique. Et ne vous focalisez pas sur toutes ces techniques parce qu'on ne peut pas toutes les utiliser et vous voulez que votre posture sécuritaire soit de plus en plus mature. Donc, qu'avons-nous fait avec ça? Parce que c'était très spécifique. On a créé un guide où l'on pouvait énumérer les différentes techniques et les partager. Vous en verrez la démonstration. Passons au défensif. Eh bien, dans ce cas-là, nous utilisons Cortex XOR. Le nom a changé, mais c'est le même outil. Il existe une édition libre d'accès, mais il y a aussi des plateformes SOR en accès libre. La spécificité de ces plateformes, c'est qu'elles peuvent intégrer différents produits et qu'elles peuvent exécuter certaines techniques d'automatisation et certains guides. Donc, avec Cortex, avec XOR, pardon, vous avez de l'automatisation, mais aussi de l'intégration. Et l'intégration permet la communication vers d'autres produits. Imaginez que vous ayez Azure, Sentinel, vous pouvez intégrer Sentinel. Imaginez que vous ayez un pare-feu Fortinet, vous pouvez l'intégrer pour obtenir des données, pour retrouver des données, et souvent c'est basé sur un API. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons intégré cela, nous avons configuré une interface, et dans cet environnement XOR, parce qu'il n'y avait pas d'intégration, nous avons conçu une intégration avec Atomic Red Team pour émuler nos techniques dans certains guides. Et dans quelques diapositives, nous en parlerons dans de plus amples détails. Alors, émulation et détection, c'est ça le pouvoir de ce que nous faisons. Imaginons que continuellement vous surveillez vos mécanismes. Eh bien, cela peut vous permettre d'avoir une posture de sécurité plus mature. Voici le cadre Maître Tech. Est-ce que vous connaissez?
Eh bien là encore, c'est une librairie avec toutes les techniques, les tactiques, les procédures utilisées par les adversaires. C'est une ressource très importante et très puissante. Et on peut voir ce qu'il est advenu de la campagne d'Hillary Clinton. Tout est répertorié par Mitrotech. On voit toutes les techniques qui ont été utilisées pour les campagnes des adversaires. Donc, c'est une ressource très utile. Ne l'oubliez pas. Et quand on regarde des exemples de Mitrotech, on voit que ce sont des menaces persistantes APT avec des groupes qui ont fait quelque chose de mal. Donc, imaginons que ce sont des attaquants qui font des choses répréhensibles, qui utilisent des techniques répréhensibles. Et bien, tout est décrit sur MitroAttack. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur APT28? Et ben, on peut trouver leur empreinte originelle. On a vu qu'il y a eu une campagne de hameçonnage avec des mails envoyés à 20 organisations. Ils ont ouvert des pièces jointes et il y a eu compromission. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, on voit qu'ils ont utilisé des PowerShell pour télécharger d'autres outils. Et c'est ce qui a été utilisé. Et là, on voit la propagation du réseau. Donc voilà, l'APT28 a été utilisée lors de la campagne électorale d'Hillary Clinton pour collecter des données. On a vu que c'était une attaque sponsorisée par la Russie. Ça a été avéré. Des personnes ont été rémunérées pour mener à bien cette attaque et obtenir des données. Donc, quelle a été l'action? Ça a été de trouver des données sur cette organisation. Où en sommes-nous, nous, en termes d'influence? Qui sont les électeurs? Qui sont les clients? Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas de clients, mais qui sont les civils? Et donc, l'objectif, c'était de collecter des données et de les faire sortir. Et là, on voit un exemple PowerShell. Donc, c'est vraiment une capture d'écran qui décrit ce que va faire l'assaillant. C'est peut-être trop petit pour ceux qui sont au fond, mais là, il s'agit de charger un objet externe et de l'installer. C'est un test atomique que vous pouvez exécuter sur tous les systèmes Windows ayant installé PowerShell ou avec un cœur PowerShell et un autre système d'exploitation. Vous pouvez facilement rechercher ça et voir comment ça fonctionne, puis l'exécuter dans votre environnement. Donc voilà ce que j'ai fait. Je l'ai fait manuellement. Comment ai-je exécuté cela? Eh bien, c'est très facile. Il suffit de télécharger la librairie atomique. Et ensuite, on dit qu'on installe l'Atomic Red Team. On l'installe dans le système. Et là, on invoque Atomic. On utilise APT28. Il suffit de mettre le numéro et ça va exécuter. Donc voilà comment on exécute cela. Mais est-ce qu'on est vraiment protégé alors? Eh bien, j'ai eu une alerte disant que je ne pouvais pas télécharger Bloodhound. Si vous ne connaissez pas Bloodhound, c'est un super outil d'un point de vue offensif. Mais Windows sait aussi qu'en général,
on ne doit pas utiliser cet outil sur son système puisque c'est un système malicieux. Ainsi, Windows l'a bloqué. Mais je vais télécharger un autre outil, et ce n'est pas un outil malicieux. Et est-ce que j'en ai la capacité par défaut? Bien voilà un écran bien vide. PowerShell n'est pas suivi par défaut. Donc un attaquant peut utiliser PowerShell pour compromettre des environnements ou à des fins malveillantes. Quand on se connecte sur PowerShell, on voit que ça a été détecté, on voit qu'on a un identifiant d'événement Windows qui stipule que PowerShell veut télécharger du contenu en externe. Est-ce que c'est normal ou non? C'est sur cette base que l'on peut écrire une règle de détection et tout ce qui est détecté par le SOC. Alors comment allons-nous continuer d'utiliser cette technique? Imaginez que vous puissiez faire tout cela automatiquement pour détecter ce type de phénomène ou pour savoir si ce n'est pas détecté et ainsi améliorer son environnement. Donc qu'avons-nous fait? Nous avons installé Atomic sur certains VM tests. Je vais les mettre dans un réseau pour voir où nous détectons des téléchargements suspects. Est-ce qu'on peut les détecter directement sur le système? Et comme ça fonctionne à distance via PowerShell et avec Windows 2016, PowerFault est installé par défaut. Donc on peut le faire. Donc on a ces systèmes dans notre scénario de simulation. On a installé Atomic. Et donc on peut commencer le scénario d'attaque. C'est essentiel. Il faut commencer à partir du lieu central EXO parce que tout vient du cœur. Donc on sait ainsi ce que l'on doit exécuter d'un point de vue de l'attaque, mais on sait aussi ce qu'il en est en termes de détection. Donc très facilement, ou plus ou moins, on peut tout mettre en lien. Et voici la démonstration que je vais vous faire. Donc quelle est la situation idéale? Quelle est la prochaine étape? Comment faire pour automatiquement sécuriser son environnement? Pour déployer des simulations? On a utilisé PowerShell Atomic. Si on voit que ce n'est pas détecté, on peut reconfigurer tous les systèmes pour que la commande PowerShell, si la commande PowerShell n'est pas détectée, eh bien on peut tout reconfigurer avec un outil de configuration. Alors sommes-nous abusés? Est-ce qu'on abuse? Est-ce qu'on abuse d'Exor parce que c'est un outil de détection? Oui. Donc nous avons créé notre propre layer, notre propre couche. Vous pouvez le faire vous-même. Et on peut en effet automatiser beaucoup de choses. Là, on a utilisé Exor, on a utilisé notre propre tableau de bord et on a pu définir une campagne d'émulation. Dans ce cas-là, un incident, parce qu'il s'agit toujours d'une réaction à un incident. Alors, penchons-nous d'un peu plus près sur une démonstration. Si vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc, c'est là le tableau de bord de Exor.
Et vous pouvez voir qu'on exécute des campagnes de simulation d'adversaires. Les techniques sont listées et on voit que l'exécution PowerShell, la technique que l'on vient d'expliquer, est aussi exposée. Pour la démonstration, on peut créer aussi une nouvelle simulation, APT28, la menace avancée dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas vraiment un incident, c'est une campagne, mais on a créé le nouveau APT28. Et là, il faut créer son nouvel hébergeur cible sur Windows pour invoquer ces techniques atomiques. Donc, on clique sur le bouton pour commencer la simulation et l'exécution débute. Et ça, c'est important parce qu'en général, avec Atomic, on a des techniques différentes. Mais là, on a associé toutes les techniques ensemble, on les a combinées avec un APT trouvé en ligne. Donc demain, si votre patron vous demande est-ce que nous sommes résilients, vous pouvez utiliser toutes les techniques et exécuter cela dans votre environnement. Dans ce cas-là, vous voyez toutes les techniques. Vous voyez qu'il y a eu aussi des nettoyages. Donc si vous voulez le faire correctement, vous devez nettoyer vos outils, bien sûr. Et ensuite, on a écrit le code Python qui va exécuter Atomic avec PowerShell à distance. Et là, vous voyez que l'on peut faire correspondre les incidents manuellement. Donc, il sait qu'il y a des techniques, mais s'il ne les détecte pas, eh bien, c'est compliqué. Et donc, on peut faire les choses manuellement si nécessaire pour dire que telle ou telle alerte est liée à une technique que nous avons utilisée. Donc, on l'a fait. On a dit, voilà la technique que l'on a appliquée. Et ensuite, on a vu qu'il a mis en correspondance ces incidents. Donc, ça a été détecté. Alors, pour vous donner quelques informations sur le fonctionnement de tout ça, voici un guide APT28. Imaginez qu'une nouvelle technique soit utilisée. Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Et il suffit qu'elle se trouve dans la librairie Atomic. Et si c'est le cas, eh bien, on peut créer une nouvelle automatisation, mettre le numéro, l'identifiant, et ce sera trouvé automatiquement. Et là, on peut faire le lien et la nouvelle technique et en pièce jointe. Si vous ne voulez pas tester certaines techniques, vous pouvez aussi les supprimer. Donc voilà comment nous avons automatisé la simulation versus détection d'adversaires grâce à un élément SOR au cœur de l'environnement pour automatiser la simulation, mais aussi pour automatiser la création et la mise en relation des techniques utilisées et de la détection des phénomènes. Donc voilà ce que nous faisons. En permanence, nous essayons de concevoir plus de méthodes. Nous nous demandons comment partager avec la communauté. Et voici là un exercice que nous faisons dans notre nouveau cours, comment automatiser la partie adversaire, mais aussi la partie détection. Et je pense qu'il y a encore du pain sur la planche en ce qui concerne l'automatisation sécuritaire. Il y a des défis, mais je serais ravie et nous serons ravis de contribuer à remédier vos difficultés. Donc j'espère que vous avez apprécié cette démonstration et merci beaucoup de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions? L'interprète n'entend pas les questions. Eh bien, c'est une très bonne question. Est-ce que vous pourriez... Ah, pour répéter votre question, alors, il y a beaucoup de techniques. Donc, il y a des milliers de techniques à disposition sur Atomic. Donc, comment savoir quelle technique est pertinente pour votre environnement et quel doit être le point de départ? C'est une très bonne question parce que bien souvent, ça dépend de l'environnement de votre organisation respective. Alors, ce que je dirais, c'est que i- il faut se demander si on est une organisation financière, si on est issu du secteur public ou non, et ensuite on peut faire le lien avec certaines menaces par rapport à votre type d'organisation. Essayer d'identifier les techniques qui sont utilisées généralement. Et donc voilà comment nous fonctionnons généralement. Parallèlement, ça dépend aussi de ce que vous avez dans votre environnement. Par exemple, en ce qui concerne le hameçonnage. Si vous n'avez pas de relais par mail, ça va être difficile d'exécuter ces techniques. Et donc, il faut se demander qu'est-ce qu'on voit en général dans votre secteur, dans votre branche, et quelles sont les technologies qui sont à disposition dans votre organisation pour savoir comment exécuter les techniques. Parce qu'il faut avoir les capacités pour les détecter. Autrement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Beaucoup de ces techniques dépendent aussi de configuration finale. Et donc, certaines techniques sont plus pertinentes. J'espère avoir répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Oui, l'interprète n'entend pas la question. Vous voulez dire que d'un point de vue pen tester, c'est différent? Eh bien, je pense qu'en effet, c'est très différent du test d'intrusion. Parce que quand on a une republication, on peut avoir une évaluation. Et ce sont toute une série d'éléments techniques qui sont trouvés. Mais en termes de risque, de difficultés, de, de défauts sécuritaires, là, il y aura des lacunes parce qu'on ne comprend pas le flux. Et là, c'est pareil pour les tests d'intrusion. Ceux qui font des tests d'intrusion se penchent sur les fraudes. Ça se fait automatiquement. Mais pour le faire bien, il faut en abuser. Alors qu'avec cette simulation, on exécute certaines techniques. Il n'y a pas de flux. Mais on ne sait pas si on doit utiliser tel ou tel système. Donc peut-être qu'il y aura une phase d'apprentissage. Parallèlement, on voit que beaucoup de personnes qui font des tests d'intrusion utilisent des méthodes Metasploit qui sont déjà à 90% automatisées. Donc bien sûr, les tests d'intrusion ont toujours une valeur ajoutée. C'est mon avis. C'est quelque chose que nous recommandons aussi. Mais c'est différent de la simulation dont je vous parle. Parce que avec cette simulation, on se focalise vraiment sur les techniques adversaires utilisées et connues. Si demain il y en a de nouvelles, s'il y a d'autres probabilités méconnues,
eh bien, ça ne sera pas déclenché par votre simulation. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, l'émulation, c'est pour former le socle, mais aussi, imaginons que certaines techniques soient abusées, comment le détecter rapidement? Alors dites-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas un expert en vulnérabilité, mais il y a encore quelques jours, il n'était pas possible de bloquer au niveau terminal, mais c'est possible de le faire en intermédiaire. Et donc c'est justement ce que l'on essaie de faire là. On essaie d'avoir une défense à de nombreux niveaux, et donc tout au long du flux de l'environnement. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y. Est-ce que les diapositives seront diffusées? Eh bien oui, je vais demander de faire part le lien, de transmettre le lien. Alors, j'ai toute une discussion sur les serveurs web, comment les compromettre et je vais aussi mettre cette présentation à disposition. Donc, n'hésitez pas à voir le site Enviso pour avoir accès à ces présentations PowerPoint. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup. Profitez de la journée qu'il vous reste. Et au revoir. Non.